Vous connaissez le film de May Wen qui s'appelle Police? Ouais. À un moment, ça peut arriver n'importe quand dans l'émission. Oh là, mon Dieu. Voilà. Les flics peuvent débarquer. Tout le monde se lève et danse comme Joe Star dans le film, voilà. Même toi. À qui tu parles? Ah, Gérard Louvain. Je me rappelle plus comment il dansait, par contre. En gros, c'est de danser mal. C'est-à-dire exactement comme... Comme tu vas danser. Ben voilà, la preuve, c'est que je danse. Ça a un sens ou... Ça n'a aucun sens. Aucun sens, d'accord. C'est ce qui nous fait plaisir. Non, c'est surtout pour ça, t'as compris le truc. Quoi? Bah, là, on est filmé, donc tu nous voilà. On va être un peu ridicule, quoi. Tu connais la télé, toi? Un petit peu, ouais. Ça fait poids de vie quand même. Hein. Ouais, ouais. Après, on va continuer. La bière c'est très bien. Non, Alors, après, on va danser la bite à l'air. Je préfère vous prévenir. mais c'était pas la peine. C'était pas la peine de leur dire maintenant. Ouais, j'ai niqué la surprise, c'est dommage. Un peu con. C'est le warm-up. Alors, Tom, est-ce que tu as des tweets? Oui, j'ai des tweets cette semaine, beaucoup de tweets, n'hésitez pas à réagir à l'émission #SLT. Déjà, la semaine dernière, c'était l'anniversaire de Thierry Ardisson. Voilà. Et sur Twitter, ils n'ont pas manqué de vous le souhaiter, comme Morganouna, qui vous souhaite un joyeux anniversaire, Thierry. Merci, Morganouna. On peut dézoomer la photo? Non, Voilà. c'est premier. Ça, c'est encore Mathieu Delormeau qui a pris un pseudo. Et ça a baissé les chandelles. Hein. Bon, on va revenir à quelque chose de plus sérieux. Beaucoup de gens ont été choqués sur le fait qu'on ait invité Farid Benyaitou, l'émir des buts de Chaumont, qui a formé les frères Kouachi. Beaucoup de réactions sur Twitter, comme Elodie, qui nous dit « Le gars est responsable de la mort des gars de Charlie et il brandit le badge « Je suis Charlie, c'est honteux, j'ai envie de vomir ». Rémi qui dit interview intéressante de Farid Benyaitou, dialoguer, écouter, essayer de comprendre, ce n'est pas excusé. Hubert qui dit le problème de Salut les Terriens n'est pas d'inviter le mentor des frères Kouachi, mais de le faire le jour du funèbre anniversaire de Charlie Hebdo. Et même Laurent était un peu choqué, tu as mis sur Twitter, très perturbé d'avoir serré la main du mec qui est à l'origine de la tuerie de Charlie, en plus des 2 ans après le drame, j'aurais dû partir. Bah, c'est-à-dire que ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que avec ce genre de témoignage, tu viens, tu t'assois, tu racontes. Le mec, il a fait comme les hommes politiques, il a fait un tour de table pour nous serrer la main à tous. Et moi, qui ai beaucoup de réparties d'habitude, j'ai pas eu le réflexe de lui dire parle d'abord et peut-être je te serrai la main après. Donc c'est plus à moi que j'en veux. Et quand j'ai fait ce tweet, j'avais conscience que je me prendrais des sauts de merde que j'ai pris, mais voilà. Tu fais les tweets que tu veux. Tu Exactement, sais, je te remercie de me le confirmer. Mais je te le confirme, tout le monde peut faire les tweets qu'il veut, toi aussi, Guillaume aussi. Moi, personnellement, j'ai déjà dit ce que j'en pensais, c'est-à-dire que je pense que les gens sont assez adultes pour qu'on leur montre des gens et qu'ils se fassent leur idée eux-mêmes. J'entends bien, mais pourquoi l'inviter pile le jour anniversaire? C'était pas cool pour les familles de victimes, c'était perçu comme un De toute façon, affront. les familles des victimes, rien n'est cool. Et un autre truc que je voulais te demander, pourquoi tu lui as pas demandé à qui allait le fric des ventes du bouquin? Aux familles des victimes ou à lui? C'est vrai. Tu as mal fait ton métier, je te mets un blâme. Celui-là, je le prends. Mais bon, je n'ai pas à être un censeur, un moralisateur. Méfiez-vous des moralisateurs, méfiez-vous des Cahuzac qui disent il ne faut pas planquer votre argent en Suisse. C'était le warm-up. Maintenant, on passe à Salut les Terriens. Ground control to Major Tom.
Salut les terriens! Salut les terriens! Bienvenue dans notre talk du samedi soir. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur C8. Désormais, pour ma fille Ardisson, tapez. Bravo. Première terrienne invitée ce soir, la femme des défis les plus fous. Traverser les océans à la rame, faire le tour du monde à contre-courant et soutenir Nicolas Sarkozy. Maud Fontenoy. Autre terrien invité ce soir, l'un des plus grands sex-symboles français, celui qui fait rêver les femmes depuis des années, un corps, une présence, bref, un fantasme. Mathieu Madénian. Non, c'est Patrick Bruel. Il est sans doute l'un des plus importants producteurs français. Il était. Il a débuté avec Claude François, qui, dit-il, lui a tout appris, tout sauf changer une ampoule. Gérard Louvain. Il est l'un des plus grands sex-symboles français. Il fait rêver les femmes depuis des années. Un corps, une présence, bref, un fantasme. Mathieu Madénian. Non, c'est une photo truquée, je tiens à le dire, c'est pas mon vrai corps. Il y a du maquillage, il y a eu des... C'est honteux de mettre ce genre, je viens pour vendre un livre, Ça monsieur. va, ça va. Je m'en vais, c'est honteux. Mais non. C'est dégueulasse de faire ça. Robert. C'est honteux. Et après, Robert. et après, ça va être quoi, ça? Robert. Vous allez me comparer à Hitler, après, je Mais m'en vais. reviens, Robert. Robert, reviens. Je reviens, mais parce que... C'est bien parce que j'ai pas fait ma promo. Tu m'as appelé comment? Robert. Non, mais Mathieu Madénian. Regardez ce qui est marqué sur ma loge. Juste ça. Voilà. Merci. Voilà comment je m'appelle maintenant. Ah là là. C'est une honte. Le En manque même d'humour temps. des Arméniens, c'est terrible. Ouais, puis en même temps, ça se termine en yan. Ouais. Justement, est-ce que en arménien, yan, ça veut dire poil? Ça veut dire fils d'Aznavour. Écart des chiants, ça veut dire grosse pute, c'est marrant. Hein. C'est une langue bizarre. Hein. Et puis en P4, Guillon 2017 et nos terriens du samedi soir, les Jetmen, grâce à leurs ailes, équipés de réacteurs, Vince et Fred volent dans les airs comme deux super-héros. L'émission s'appelle Salut les terriens, le groupe Les Gréments de Fortune et le hashtag CSLT. Et maintenant, mesdames, messieurs, voici mon CDD, Tom Villard. Très beau plateau ce soir. On va démarrer évidemment par la touche charme de cette émission. Gérard Louvain, bonsoir. Merci. Oui. Thierry, comment ça se passe? Est-ce que vous voulez qu'on ait le CLSA au cul, qu'on arrête l'émission ou... La semaine dernière, on a reçu le mec qui a formé les frères Kouachi. Ouais. Ce soir, on reçoit le mec qui a formé le groupe Alliage. Franchement, je vous le dis, si la semaine prochaine, on reçoit le mec qui a formé Shirley Dino, moi, je me barre. Ça peut pas... Gérard, vous avez été le directeur artistique de Claude François. Voilà, Clo-Clo, le visionnaire, mettre des femmes pour danser avec lui, qu'on appelait les Claudettes. Si on avait mis des hommes, on aurait dit des Clodos. D'ailleurs, en parlant de Claude François, il y a quelques-unes de ses chansons qu'on pourrait plus chanter de nos jours. Tu vois, le téléphone pleure, ça deviendrait l'iPhone n'a plus de batterie. Et puis surtout, aujourd'hui, tu te fais attaquer pour pédophilie à questionner des gamins sur leurs habitudes, tu sais. Ouais. Elle est là, ta maman? Tu es tout seul chez toi? Ne raccroche pas, j'arrive.
Maude Fontenoy, bonsoir. Bonsoir. Profil assez atypique, Maude, navigatrice et femme politique. C'est bizarre et en même temps c'est assez logique parce qu'au moins, si vous faites une boulette, vous pourrez vous barrer 6 mois en mer sans que personne vous retrouve. Ça, c'est le gros avantage. Alors, 7 jours avant votre naissance, vos parents ont embarqué, si je dis pas de bêtises, sur une goélette. C'est ça, vous avez fait le tour du monde pendant 15 ans. Putain, 15 ans. Même les migrants, ils sont plus rapides. Franchement, Ah non. Alors, Maude, vous êtes une des amies de Nicolas Sarkozy. Voilà, cette passion pour les rames. Et... Non, vous auriez pu être notre prochaine ministre de l'Environnement. Bah ça, oui. c'est en mai prochain. Sarkozy avait été élu. Vous avez misé sur le mauvais cheval. Enfin, poney. Enfin, bref, c'est... Non mais, Maude, c'est une force de la nature. Tous les exploits sportifs que vous avez accomplis, vraiment bravo. Ça doit être très dur pour un homme d'impressionner Maude en preuve d'amour. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas traverser le Pacifique à la rame, elle l'a fait. Faire le tour du monde, elle l'a fait. Créer une fondation pour sauver les océans, elle l'a fait. C'est vrai, je crois que le seul affront qu'on pourrait vous faire, c'est vous emmener à Aqua Boulevard, quoi. C'est toute cette eau gâchée juste pour que les enfants fassent pipi. C'est vrai que c'est quand même... Notre troisième invité, il est beau, il est talentueux, il se casse la voix. C'est pas Macron, c'est Patrick Bruel. Patrick, qui, contrairement à Macron, a toujours préféré la fille à la mère. Voilà, il n'est pas aveugle. Ça, c'est une bonne vanne. Patrick Bruel, acteur, chanteur, il a tous les talents. Alors, je vous le dis, Patrick, vous avez l'immunité parentale. Mes parents vous adorent. Voilà, enfin, mes parents vous adorent, ma mère vous adore et mon père ferme sa gueule. Voilà, je sais pas si on vous l'a déjà dit, Patrick, mais voilà, vos concerts, c'est le meilleur endroit pour draguer. Toutes les femmes qu'il y a, c'est pour les célibataires, c'est génial, quoi. Patrick, il est dégoûté. C'est lui qui chante, c'est les autres qui niquent. C'est pas juste, c'est quand même. Puis vous revenez au cinéma avec le film Un sac de billes. Voilà, c'est l'histoire de deux frères qui doivent fuir l'occupation et cacher leur judéité pour échapper aux nazis. Voilà. Alors, on enchaîne. Alors, Patrick, je me suis permis, j'étais sur votre site internet, c'est vachement bien, parce qu'il y a la boutique Patrick Bruel. Tout ce que je vais vous dire est vrai. Par exemple, évidemment, il y a le jeu de cartes Patrick Bruel, hein, voilà, si on a envie de jouer au poker. Il y a la photo dédicacée de Patrick Bruel, voilà. Photo prise au bord de mer en sortie de gastro, visiblement. Photo prise sur un ballon en Tanzanie. C'est pas vrai. Eh oui. Il y avait Frédéric Lopez ou pas? Non, je sais pas. Et puis, plus surprenant, on peut acheter aussi sur le site de Patrick le programme Tour 2003, 2007, 2000. Là, on les a pas tous vendus, il faut bien qu'on les écoute. Voilà, donc il y a une promotion. Et puis pour les plus foufous, voilà, vous pouvez acheter aussi le calendrier Patrick Bruel, calendrier de l'année 2008. Voilà, c'est... Ah oui, parce que les autres sont écoulés, justement. Voilà, c'est une boutique ou c'est le boncoin.fr, Patrick? Comment ça? Ou Pirelli ou ça, tu choisis. Puis pour terminer, notre dernier invité, c'est Mathieu Madénian. Mathieu Madénian, humoriste, comédien, arménien par son père et allemand par sa mère. Voilà, une partie de ses origines a causé un génocide et l'autre en a été victime. Ah, la gueule des repas de Noël chez les Madénians, putain, c'est... Alors, Mathieu Madénian, c'est évidemment l'un des représentants majeurs de l'Arménie. Alors, quand ton pays, il est représenté par Mathieu Madénian... Voilà, mais le top 3 des Arméniens, Aznavour, Kardashian, Madénian. Voilà, d'ailleurs, il faudra vérifier que Kardashian est vraiment arménienne parce que moi, les Arméniennes que j'ai croisées, c'est plus Fillon avec des nichons. Oui, vous les connaissez, Ah ouais, non. Tiens, comment on dit bonsoir en arménien, Mathieu, d'ailleurs? Aznavour. Et alors, ce soir, on le voit, voilà, c'est l'auteur qui vient nous voir. Attends, vas-y. Vas-y, c'est bon. Pardon, je la refais. Et ce soir, évidemment, vous l'avez vu, c'est l'auteur qui vient nous voir. Tout à fait. Mathieu, vous venez de sortir votre 3e livre, Allez tous vous faire enculer. Alors, non, je tiens à le préciser, c'est le titre du livre. Je n'ai pas Gilles de la Tourette. C'est audacieux comme titre. Baffy avait mis en slogan de son film N'y allez pas, c'est une merde. Voilà, manque plus que Bruel nous dise m'écoutez pas, ça rend sourd. Et puis voilà, là, on est bien. Alors, donc, le livre s'appelle Allez tous vous faire enculer. Tout le monde pense que c'est un livre. Moi, je sais lire entre les lignes, Mathieu. Je pense que tu essaies de nous envoyer un message depuis quelques temps. Tu joues à 2 minutes du Marais. Tu viens d'acheter un loft. En tournée, il y avait toujours des copains qui passaient après le spectacle. Tu vas faire croire que tu as des amis à Limoges, sans déconner. Voilà. On te laisse la place. Si tu as quelque chose à nous dire, c'est maintenant. Non, il n'y a pas de... Non. Ça va. Ça va. Tu peux faire ça comme Ignal? Non. Bon. Non. Bon, Thierry Gilet, bonne émission. Merci, bravo. C'était John Villa, mon CDD. On se retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur C8.fr.
Et on passe maintenant à notre grand invité d'honneur de la semaine. Mathieu Malénion, bonsoir. Vas-y, c'est Grand invité d'honneur de la semaine. C'est une forme de consécration, non? Invité d'honneur, ouais. À part à mon enterrement, je pensais pas que ça m'arriverait. Mais là, d'ailleurs, je suis ça content. va t'arriver. C'est Patrick Bruel, le grand. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Le type a fait un effort, il a mis un costard. Mais ça, là, je suis écrivain. Voilà, je pensais mais d'aller me il lancer cherche une dans cette crédibilité. nouvelle. C'est pas vrai, ça. Patrick Bruel, bonsoir. Bonsoir. Sex symbole, on l'a dit. On va juste vérifier un truc dans le public ce soir. Qui serait prêt à coucher tout de suite avec Patrick Bruel? Allez, Maud. Non. Ça va pas. Toi qui adores tenir la barre. Ah, t'as fait un bisou. Alors Patrick, vous savez que comme vous jouez au poker, tout le monde croit que vous bluffez quand vous dites que vous avez 67 ans. Et vous avez 67 ans. Vous êtes hyper bien conservé. 67 ans. Avant, il avait peur de se casser la voix. Maintenant, il a peur de se casser le col du fémur. Alors, drôle d'année quand même, Patrick. George Michael, Billy Paul. Et pourquoi pas toi? Michel Delpech, c'est fini. Leonard Cohen, David Bowie, Prince. 2016, année catastrophe pour les chanteurs. Ça va, vous êtes pas trop fatigué? Bah, on a passé le cap. Jusqu'au 31 décembre, 20h, j'avais un peu le... Vous n'avez pas de douleur dans le bras gauche, ça va? Non, ça se passe bien. Bon, d'accord. Non, mais je me renseigne. C'est terrible de mourir, parce qu'évidemment, ça fait des royalties, mais on n'en profite pas. Non, c'est vrai qu'il y a 20 ans, vous ne pouviez pas manger une pizza sur les Champs-Élysées. C'est arrivé une fois. Ouais. Aujourd'hui, c'est votre nutritionniste qui vous l'interdit. Il y a une explication. À la Bruelmania, c'est ça. J'en ai marre de cette nana, marre de cette nana. J'étais du mieux avant, qualifié par maman tout le temps. C'est la voix, c'est la voix, c'est la voix, c'est la voix. Je sais bien que je l'ai trop dit, mais je te le dis quand même. Je t'aime. Alors regarde, regarde un peu. Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Alors regarde, regarde un peu. Tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pas. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches de la place des grands hommes. Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça à un enfant qui croit vraiment? Yalil, yalil, habibi yalil, 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 habibi yalil, 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 habibi yalil, 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 habibi yalil. Alors vite, je tombe comme un pantin sans fil. Notre histoire qui défile. Je cherche ta main dans les nuages pour pas tourner la page. Elle qui aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. Comme avant, dans mes rêves d'enfant. Comme avant, sur un nuage blanc. Comme avant, allumer le soleil.
J'en connaissais aucune. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Ce qui me fait plaisir, c'est de voir à quel point ces chansons ont traversé les années et comment à chaque concert on les retrouve, on retrouve les gens, on retrouve un renouvellement générationnel. Laurent, t'as un jeu? Oui, j'ai un jeu. Sors ton Mais jeu. trop facile pour Patrick, il faut reconnaître ses chansons. On va voir une photo, il faut dire le titre de la chanson. Bah, Patrick peut pas C'est jouer. la alors. photo qui me fait... Tellement facile pour toi. Allez, on y va, la première. Place des grands hommes. Un point pour Madénian. Ah ouais, c'est bon. Brillant. Ils sont forts, ces Arméniens. Sans l'écrivain, surtout. Deuxième photo. Casser la voix. Non. Marre de cette nana-là. Il est bon. Marre de bien. cette nana. C'est ça? Ouais. J'ai le droit de jouer ou pas? Ouais. Ah ouais, Je l'avais, celle-là. Non, mais tu peux jouer, tu peux Celle-là, jouer. je l'avais. Moi qui n'aimais pas les Arméniens, je change totalement d'avis. hein. Encore plus facile. Les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Non, alors regarde. Oui. Le crétin qui dit juste un titre qu'il a jamais écrit. Ça, c'est cadeau. Des rails. Des rails. Casser la voix. Bien, bravo. Bravo, Gérard. Bravo. Non, on fait ça en maison de retraite, on a eu. Bah, ça te prépare. hein, c'est- Et puis il y a un panier garni et tout. Au soir, on est C'est des jeux. C'est Au dans 8 jours, Seigneur, Gérard. hein. c'est des jeux de maison C'est un de petit retraite. training. Hein. Encore pour toi, Gérard. Oh la vache, ça c'est Oh dur. putain, c'est Oh dur. là, ça, c'est dur. le doigt cassé. Voilà. Non mais arrête là. Qui a le doigt? Oui. Elle est bonne. Une autre. Casser la voix. Un indice, on l'a entendu tout à l'heure. Ah non, mais alors là, c'est. Ça se passe où? Ah, c'est pas Café Café des des Délices. Délices. Bravo. Ouais. Eh, ce qui est une chanson exceptionnelle que Très j'écoute jolie chez chanson. moi tout seul, tout le temps. Ouais. C'est marrant que tu dis ça et qu'on voit ça après. Ça sous le. Et la dernière, très facile. Adieu, adieu. Adieu, mais ça pas une chanson de moi, ça, adieu. De toute façon, c'est pas une chanson de toi. C'est quoi? Mon amant de Saint-Jean. Pas loin. Pars pas. Dis quand on reviendra dessus. Bravo. Oh là là, Patrick Bruel. Alors à l'époque, Patrick, vous étiez non seulement l'idole des jeunes, mais vous commentiez l'actualité à une heure de grande écoute sur la première chaîne du pays. Vous en souvenez? Très bien. On regarde. 24 novembre 91. Il y a une chanson qui justifie tout à fait votre présence dans cette émission, d'ailleurs, vous l'aviez écrite pour ça. Elle s'appelle Alors regarde. Vous dites sur la télé, la neige a envahi l'écran. J'ai vu des hommes qui courent, une terre qui recule, des appels au secours, des enfants qu'on bouscule. Tu dis que c'est pas mon rôle de parler de tout ça, qu'avant de prendre la parole, il faut aller là-bas. Tu dis que c'est trop facile, tu dis que ça sert à rien, mais c'est encore plus facile de ne parler de rien. Oui, parce que je pense que c'est le débat. Le débat éternel entre est-ce qu'un chanteur doit prendre des positions, est-ce qu'un artiste doit prendre des positions, doit parler. Les gens disent oui, c'est pas ton rôle, toi t'es artiste, tu dois chanter. Moi je dis aux gens qui me disent ça, je dis c'est parce que les gens disent c'est un petit peu facile de faire ça. Je dis c'est peut-être encore plus facile de rien dire et de se taire, de rester dans son coin. Je pense qu'à partir du moment où on est un homme public, d'abord à partir du moment où on est un homme, on a un droit à la parole. À partir du moment où on est un homme public, on se doit d'user de ce droit à la parole et pas d'en abuser. D'où toute l'ambiguïté qu'il y a quant à la démagogie des propos des artistes de temps en temps. Alors voilà, c'était un événement incroyable. C'était la troisième demande d'Anne Sinclair de participer à l'émission. Moi, je voulais pas. J'avais évidemment un peu peur. J'étais très jeune. Je débarquais. J'avais peut-être pas forcément une légitimité pour aller m'exprimer. Mais avec ça, il y avait une échéance électorale qui arrivait au mois de mars. On annonçait un taux d'abstention phénoménal qui allait évidemment favoriser la montée de l'extrême droite. Et elle m'a demandé de faire cette émission pour lancer une campagne et dire aux gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales avant qu'il soit trop tard. Et finalement, ça avait porté ses fruits parce que ça avait déclenché une campagne et c'est vrai qu'il y avait eu un taux de participation plus important que prévu. Ça vous manque de plus donner votre avis? Mais qui vous dit que je donne pas mon avis? Ben vous allez le faire. Alors, pensez quoi de la résolution de l'ONU condamnant la colonisation de la Palestine par Israël? J'en pense qu'il y a
des années que je prône 2 États. Je suis à l'initiative de la conférence de Genève. J'ai toujours essayé de réunir Palestiniens et Israéliens ensemble sur un même terrain, mon terrain, le terrain artistique, que ce soit des scènes de spectacle ou des initiatives très symboliques. Évidemment, je pense que le gouvernement israélien doit faire un effort de ce côté-là, mais est-ce que c'était bien raisonnable de la part d'Obama de faire ce geste avant de partir? Je crois pas. Ouais. Moi, je garde espoir qu'un jour ça s'arrange et que ça se passe, que ça existe. Dans la paix et la sécurité. Et la sécurité d'Israël, évidemment. Voilà, alors ce soir, je ne reçois pas le Patrick Bruel chanteur, je ne reçois pas le Patrick Bruel joueur de poker, je reçois le Patrick Bruel acteur de cinéma. Vous êtes à l'affiche de Un sac de billes de Christian Duguay avec Elsa Zilberstein, Bernard Campan et la participation de Christian Clavier et de Kev Adams. Alors le pitch, c'est le pitch du sac de billes. Dans la France occupée, Maurice et Joseph, 2 jeunes frères juifs, tentent d'échapper aux nazis. On regarde à quoi ça ressemble. T'avais pas passé l'âge de ce genre de bêtises, hein? Non. Et le bas non plus. Tu vas voir, toi. Monte ta garde, tu vas t'en prendre une. Il y a un problème? Faut partir d'ici. C'est trop dangereux. Baisse-toi. Vous allez me jurer que jamais vous direz à qui que ce soit que vous êtes juif. Promis. Joe, t'es juif? Non. Je sais que t'es juif! Est-ce que t'es juif? Non. Je sais que t'es juif! Non, je suis pas juif. Faut mieux prendre une claque qui fait mal que de perdre la vie parce qu'on a peur d'en prendre une. Ça va aller. Ça y est, on était partis. Oh, attention. Voyager libre comme on l'avait jamais été. Tu sais que tu pues des pieds, toi? Toi, tu pues du cul. Je te porterai jusqu'au bout du monde s'il le fallait. Mais tout le monde avait peur, même si tout le monde faisait semblant. On a fini par oublier qu'on fuyait quelque chose. Je veux le voir. Il me manque. On peut pas rester ensemble, Joe. C'est trop dangereux. Il faut regarder devant maintenant et pas te retourner. Police! Ouvrez! Personne ne bouge. Non, toi tu restes là. On s'en sortira jamais. Dis pas ça. Tant qu'il y a de l'espoir, on lâche rien. Tiens, t'as l'air d'y tenir. Si tu continues à te battre, à tenir ta vie serrée dans ton poing, comme ça, tu vas t'en sortir. Voilà, Un sac de billes en salle le 18 janvier avec Patrick Bruel qui est mon invité ce soir. Alors les gosses, Dorian Leclecq et Baptiste Florial Palmieri sont incroyables déjà. Incroyable. On peut dire ça. Moi, c'est la raison pour laquelle j'y suis allé. On Ouais. m'a proposé ce film. J'ai hésité. Je me suis dit, bon, peut-être un film de plus sur le sujet. En plus, j'ai déjà fait Un secret. Est-ce que finalement j'ai rencontré Christian Duguay qui a été très convaincant, d'abord par l'angle qu'il voulait prendre, la détermination qu'il avait, l'implication qu'il avait par rapport au sujet. Et je lui ai dit, tout ça c'est beau, mais si t'as pas 2 gosses absolument exceptionnels, Ouais. ça vaut pas le coup, le film tiendra pas la route. Parce que ce film, c'est le film de ces 2 enfants. Et il m'a montré les essais sur un iPad. Je suis tombé par C'est terre. incroyable. C'est hallucinant. Et c'est vrai que c'est extraordinaire pour des jeunes générations de connaître le sujet. Les 2 enfants avec qui on a tourné ne connaissaient pas l'histoire, ne savaient pas ce qui s'était Ouais. passé en 40. Ils survolent au lycée la guerre 40. Il y en a certains qui font l'économie de cette tragédie et qui ne la connaissent pas. Ce qu'il faut dire aux gens aussi, c'est que quand on ne connaît pas le passé, on ne peut pas appréhender le présent et encore moins l'avenir. Et puis ce qui est formidable, c'est cet homme que j'incarne, Roman, le père, qui est complètement visionnaire. Lui, il a connu les pogroms. Il a connu les pogroms. Il a été obligé de partir d'urgence avec son père. C'est pour ça. Et ce soir-là, il assoit ses enfants à table. On est en 1942. Et il leur dit, c'est ce soir que vous partez. Ils ont une demi-heure pour prendre un peu d'argent, pour avoir une petite carte de France, quelques indications, quelques conseils, une consigne. Ne jamais dire qu'ils sont juifs sous aucun prétexte. La scène que vous avez vue il y a avec une scène extraordinaire. avec la Tu le mets claque. là-bas, il dit... Voilà, pour le préparer
pour le préparer à un interrogatoire. Et puis tu sais, on a tourné ce film dans un moment assez particulier. On a tourné ce film au mois de novembre l'année dernière. Les scènes les plus fortes, la scène de la claque, la scène où je les laisse à moisson nouvelle à un moment donné, ont été tournées entre le 16 et le 20 novembre. C'est-à-dire 3 jours après les attentats, où moi j'ai pris mes 2 enfants dans les bras le 14 novembre. Ils étaient dans le stade, mais ils ont eu, comme tout le monde, peur, mais je les ai pris dans mes bras pour rassurer, pour expliquer l'inexplicable. Et 2 jours après, j'étais en train d'expliquer l'inexplicable à 2 enfants en 1942. Ouais. J'ai trouvé que ça résonnait pas mal. Bravo. Alors, je n'ai pas fait fortune dans la flagornerie, tout le monde le sait. Je le trouve formidable dans le film. Il y a un côté Yves Montand, c'est-à-dire que j'aimais beaucoup Yves Montand, cette capacité à jouer en retenue. Et à bicyclette. On aurait pu. Alors, c'est une histoire vraie dont le héros, qui est aussi l'auteur du best-seller dont a été tiré le film, s'appelle Joseph Joffo. Le réalisateur, Christian Duguay, l'a rencontré. Vous l'avez rencontré, vous? Oui, bien sûr. Il est venu sur le tournage me dire, dès le premier jour, je suis tellement heureux que tu sois mon père. Oui. C'est drôle. Je lui ai dit, attends la fin. Ouais. Et quand il est sorti de la projection, il a eu des mots très troublants. Mais c'est vrai que c'était pas une pression, mais c'était une mission pour moi. J'avais envie d'être le père qu'il avait idéalisé. Mathieu, justement, vous dites dans votre livre... Tu me cites? Oui. Ok. Non, mais là, c'est à l'écrivain que je m'adresse. D'accord, dis-le-moi, je mets les lunettes. Vous dites, dans votre livre, les Juifs ne contrôlent pas le monde, c'est un truc qu'ils font croire à leur mère pour qu'elle soit fière d'eux, c'est tout. Exactement. J'ai une histoire juive. Allez, vas-y, alors. C'est un juif, il appelle sa mère, il fait « Allô, maman, comment ça va ?» Elle lui fait « Très bien, mon chéri. » Ah, il dit « Excusez-moi, je me suis trompé de numéro. » Voilà, c'était la P1 de SMT. On se retrouve après la pub. À tout de suite. Rebonsoir les terriennes, rebonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Maud Fontenoy, de Patrick Brunel, de Gérard Louvain, de Mathieu Madénian et de Laurent Baffy. On passe maintenant à notre Théo Top de la semaine. Je reçois maintenant un jeune auteur prometteur. Il publie aujourd'hui son premier véritable livre. On parle d'ores et déjà de lui pour les prix, notamment le Goncourt du meilleur titre. Le livre, c'est « Allez tous vous faire enculer » chez First Edition. En fait, quand on voit le bouquin, ça aurait dû être publié chez Fist Edition. Ça aurait été raccord. Alors, au départ, en fait, vous vouliez appeler ce livre « Allez tous vous faire enculer, fils de pute ». Oui, ça rentrait pas dans le truc. Voilà, en fait, mais Oh, ça rentrait pas, ça dépend. Oui, c'est vrai. Faut forcer un peu. Alors, le pitch, allez tous vous faire enculer. Et vous enculez, d'ailleurs, plus de 1000 personnes dans ce livre. Mathieu Madénian, Quelle santé. dont Thierry Ardisson, vous dites, à mon sujet, Thierry Ardisson qui s'est lui-même déposé à l'INPI pour gagner du temps. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je crois que tu déposes même l'idée d'avoir des idées, en fait. Vraiment pour être... Mais dans le vous truc. pensiez que je ne ferais pas un procès pour insulte, en fait? J'ai plus d'argent, de toute façon, tu peux y aller. Tu sais qu'il a trouvé l'idée de la paire, il n'y en a pas deux, en se grattant les couilles, quand même. Mais c'est ce que je dis, c'est ça. Vous êtes trompé, Mathieu. D'ailleurs, j'ai vérifié. J'ai déposé à l'INPI. Allez tous vous faire enculer. Merde, et j'ai je même pas vais vu. vous ruiner. Je vais vous ruiner, Mathieu. Le titre vient d'une phrase de Michel Drucker, en fait, qui hurle ça sur son plateau quand ça va pas. Et ça c'est quand il est poli. Alors, au sujet de Michel Drucker, vous dites « Le chien était mieux payé que moi ». Oui, et il signait plus d'autographes. Ça, Ah c'est- ouais. ouais. Mais il est pas mort, c'est toujours le même, j'ai l'impression. Drucker Non, le chien. Ouais.
Il est bon. Il est bon. Je ne l'aime comme toi. Non, 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 pas d'autre ami comme toi. Alors, vous dites dans votre livre, il y a des gens qui pensent à Michel Drucker pour retarder leur éjaculation, ce que personnellement je pratique aussi, mais souvent. Ils vous voient en arrière-plan. Et oui, automatiquement. Donc ça... C'est terrible. Alors, ce que vous n'aimez pas non plus, et vous leur dites d'aller se faire enculer, c'est les gens qui disent impacté. Ah ouais, ces expressions-là... Maud Fontenoy, page 21 de son livre. C'est bon, tu as dit ça? Non. Vous dites impacté. Vous dites sur la couverture, plus qu'un livre, c'est un cri. Ouais, oui, c'est un espèce... souvent, hein. Oui, oui. Ah, exactement. Surtout la première fois, on est surpris, on est... C'est un moyen de se lâcher, quoi, en fait. C'est juste ça. Voilà. Donc, c'est écrit avec Christelle Parlanti et Stéphane Ribeiro, que je salue bien bas, parce que c'est lui qui me rend drôle tous les samedis soirs. Voilà, c'est un cadeau idéal pour la Saint-Valentin. Ou les enterrements, ouais, ou les crucifixions, voilà, ou tout. Alors, je pense quand même que vous êtes le premier Arménien à sortir un livre plutôt qu'un costume. Ah oui. Debout, debout. Ça, c'était... C'est pas Florent, là, qu'on a entendu? Ouais, c'est pour toi, Arménie. Ouais, c'est ça. C'est un disque qu'on avait fait à Sacrée Soirée. Et voilà, et voilà. Au niveau Gérard Louvain, mesdames, messieurs. Alors, il n'y a rien sur Aznavour. Pas le droit. Pourtant, il vient à vos spectacles, Aznavour. Il est venu, Charles Aznavour, il est venu avant Noël, et j'ai jamais le trac avant de monter sur scène, et là, je dis, putain, il y a Charles Aznavour dans la salle, et je monte sur scène, et ça se passe bien, que je reviens dans ma loge, je me dis, oh putain, cool, ça s'est bien passé. Il arrive, il me dit, il y a un truc, c'est que j'ai oublié mon appareil auditif dans le sud, j'ai rien entendu, mais je vais revenir une autre fois. Non, véridique. Il me dit, mais ton corps a l'air marrant, il m'a dit. Mathieu, est-ce que vous avez pensé quand même à la honte de vos parents en voyant le titre de votre livre? Alors d'abord, j'ai envoyé la photo. Donc ils étaient fiers, parce que la photo est classe, et le titre. Mais nous, dans le sud de la France, moi et chez mes parents, on se parle comme ça. Oui, à Perpignan, c'est une façon de se dire bonjour. Mon père, il me dit fils de pute pour faire chier ma mère. Donc pour te dire à quel point Peut-être qu'il a des infos que t'as pas. Oui, c'est ça. Alors, j'espère que Michel Drucker va vous inviter dans son émission. Je veux voir parce que Michel je Drucker. rêve de voir on l'a fait Drucker pour ça. en train de dire Mathieu Madénian, vous êtes ici pour aller vous faire enculer. J'ai fait ça pour ça. Bah ouais, je comprends. Ah oui, non, ça doit être génial. Alors à part ça, Mathieu, il y a le spectacle En état d'urgence qui reprend le 19 janvier à l'Apollo de Paris et qui sera prolongé aussi longtemps que l'état d'urgence, je pense. Oui, donc ça a duré 25 ans. Ça a duré 25 ans. Je jouais pas mal. Vous écrivez toujours dans Charlie Hebdo. Oh oui, c'est bien sûr. Vous trouvez ça comment d'inviter Farid, l'émir des Buttes-Chaumont? Moi, ce mec pour moi, est responsable de la mort de mes amis. Donc voilà, je ne serais pas resté. Mais encore une fois, je ne parle pas de Charlie Hebdo, je parle de mes amis à moi, que Charb, T-News, avec qui j'ai... Mais je tiens à dire un truc sur Charlie, c'est que, quoi qu'on dise, c'est un journal qui a traversé tellement d'épreuves. Et il y a eu plein de gens qui, d'un coup, se sont dit « je suis Charlie ». Et quand ils ont lu Charlie, ils se sont dit « en fait, non, je ne suis pas Charlie du tout ». Et que ce journal, chaque semaine, soit édité. Et que dans ce journal, chaque semaine, il y ait des gens qui soient libres d'écrire et de dessiner ce qu'ils veulent. Eh bien, je vous dis, je suis super fier de participer à ce truc-là. Voilà, alors vous faites un carton dans l'émission de Thomas Touroud qui s'appelle Actuality, donc. Vous faites une pastille, vous apparaissez avec VDB. Ouais. Et François Hollande adore. Il vous l'a dit. Ça veut dire, attendez quand même, c'est-à-dire que François Hollande, il n'a rien à foutre. Il est en survêt l'après-midi, à l'Élysée, et il regarde Actuality, l'émission. J'ai entendu dire qu'il aimait bien. Et moi, j'ai rencontré une fois François Hollande, puisqu'on parle de Charlie. On est aux locaux de Charlie. Donc, il y avait Rhys, il y avait Pelou. Et d'un coup, on voit François Hollande arriver. Et moi, je ne sais pas dire les politiques, je dis pas bonjour, je m'en fous un peu. Donc, je me pousse un peu. Et là, il y a une espèce de mouvement de foule, je me trouve emporté face à François Hollande. Il est à 1 mètre de moi. Et là, je me dis, putain, merde, il existe, en fait. Et
Et là, je vais la tête ça chez Seigneur. Si vous avez si vous existez, donnez-moi une vanne extraordinaire, maintenant. Et là, il me reconnaît. Je sais pas quoi, il dit bonjour, monsieur Madénian. Je fais bonjour, vous êtes Et il s'est présenté. Alors, le Figaro et le Parisien adorent votre pastille. On s'amuse bien avec Thomas. VDB, c'est un carton. Hein. Ça marche pas mal, ouais. C'est une pastille qu'on a créée il y a 2-3 ans chez moi, puisque Tom habite en face de chez moi. Et quand il venait prendre le café, on mettait notre iPhone et on faisait les cons. Et France 2 nous a contactés pour faire ça tous les jours et on s'éclate. Et c'est vachement bien, on regarde à quoi ça ressemble. Aujourd'hui, c'est Kippour, c'est la fête du pardon, une des fêtes les plus importantes pour la communauté juive. Salut les juifs! Qu'est-ce que... Ben on peut. Salut les juifs! Oui, t'as le droit. Autant pour ouais, moi. bah, avec le petit chapeau. La kippa, ça s'appelle. Ouais, enfin, c'est un joli petit chapeau. Voilà, donc, bon, nous, on n'est pas juifs, voilà, mais on vous pardonne aussi. Voilà, pour la vérité sigement numéro 3. Voilà, tout est pardonné. Voilà, pour Patrick Bruel. Ouais, je veux dire, Patrick Bruel, tout est pardonné, tous tes albums. Même l'album que t'avais fait, là, les reprises de vieux, là, tu sais. Ouais. Bon, ben, ça, c'est pardonné, mon gars. Pardonné. Voilà, tous les morceaux, même les phases B, tout est pardonné. Ses films aussi, on pardonne des films. Voilà, aussi. même son film, tout est pardonné. BHL, ne serait-ce que pour tes chemises, voilà. Tout est pardonné, pareil. Son film aussi. Pour son film aussi. Et puis on vous remercie aussi, parce que quand on a un problème et que c'est pas votre faute, eh ben, même si c'est pas votre faute, on peut dire que c'est votre faute. Non, mais Là, ça marche très bien. Alors, il y a quand même un truc qui m'intrigue, c'est qu'après le grand journal de Maïtena Biraben, vous travaillez à Actuality, l'émission de Thomas Touroud, et je me demande si vous n'aviez pas un ancêtre humoriste sur Titanic. Ça commence à marcher, Actuality. Elle commence à marcher, l'émission, quand même. Donc, non, je suis très content. Ils nous laissent faire ce qu'on veut, en fait. Ça, c'est génial. Donc, je les remercie, vraiment. Alors, on n'a pas parlé de cinéma, parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est vrai qu'il y a une photo extraordinaire. Vous êtes avec Patrick Bruel. Oh là là. Je te rappelle ou pas? Je raconte une histoire vraie. J'étais chauffeur de taxi. Parce que moi, quand j'ai des rôles, c'est chauffeur de taxi ou barman. J'arrive sur le plateau et on me dit, tu vas jouer avec Sophie Marceau et Patrick Bruel. Alors je fais, waouh. Sophie Marceau, je regarde le texte que j'ai à dire, c'est salope. Voilà. Je te jure. Et toute la journée, j'étais chez moi, je fais, salope. Tu sais, je m'entraînais à dire ça. En général, je paye pour... Bon. Et donc... Et j'arrive sur le plateau, et là, Patrick m'accueille, et il faut savoir un truc, Patrick Bruel, super sympa sur les plateaux, il me voit, il me fait « Oh !» Et là, tout le monde me regarde, et je fais « Oh !» Et là, il me regarde, il fait « Oh Bruno !» Et là, dans la vraie vie, il fait « Non, moi, c'est Mathieu. » Mais là, c'est Bruel, on a la bourre, je fais « Oh Patrick !» Et pendant une journée, je me suis appelé Bruno. Et le meilleur, c'est que... Attends, mais écoute bien, c'est que quelques mois après... Tu es invité chez Drucker. Et moi, je travaillais chez Drucker. Donc je me suis dit, il va s'apercevoir que je m'appelle Mathieu. Et il va se dire, il est fou ce mec. Je suis assis là, ok? Drucker est là. Toi, t'arrives. Drucker se lève, il fait, Patrick, tu connais Mathieu? Moi, je vois, je fais. Et là, tu vois, il fait, non, enchanté. Putain, tu m'avais oublié. Je fais là, mais c'est moi. Lui, c'est moi, Bruno. Voilà, ça s'appelle Allez tous vous faire enculer, et c'est publié chez First. On passe maintenant au dossier de la semaine, et c'est le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, Alexis Corbière, que nous accueillerons sur ce plateau après le magnéto. Dossier de ce soir, faut-il limiter le salaire des patrons? En 2015, le salaire moyen des patrons du CAC 40 a augmenté de presque 20%. Quand on sait que pendant ce temps-là, le salaire moyen des Français augmentait à peine de 2%, il y a de quoi s'indigner. C'est que les grands patrons ne méritent même pas leur augmentation, puisqu'en 2015, les bénéfices des entreprises du CAC 40 ont chuté de 11%. Et pourtant, avec un salaire moyen de plus de 4 millions d'euros par an, les patrons des plus grandes entreprises françaises ne sont pas si bien payés que ça.
Alors bien sûr, quand on voit que chez Renault, Carlos Ghosn touche 750 fois le SMIC, ça fait polémique. Mais faut savoir que nos pauvres petits PDG du CAC 40 sont bien moins payés que les PDG américains, britanniques ou allemands. Si les salaires des grands patrons ont flambé dans le monde ces dernières années, c'est que leur rémunération est désormais liée au rendement financier des entreprises. Sur les 30 dernières années, la valeur en bourse des 500 plus grandes entreprises américaines a été multipliée par 10. Résultat, quand un patron baisse les salaires et supprime les emplois, il améliore la rentabilité de l'entreprise et les actionnaires n'hésitent pas à l'augmenter. Évidemment, cette logique économique entraîne des conséquences politiques. Ces salaires exorbitants font régulièrement la une des journaux, ce qui alimente le vote protestataire. Au FN, on estime que c'est injustifiable de gagner plus d'1 million d'euros par an. Pour personne. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il promet carrément d'instaurer un salaire maximum à 350 000 euros. Il ne faut pas une échelle plus grande que de 1 à 20. Et encore, on est gentil 1 à 20. Le thème est porteur, puisque 86% des Français voudraient limiter le salaire des grands patrons. Pauvres patrons. Les grands footballeurs et les grands artistes, eux aussi gagnent des millions. Mais leur talent est accessible au grand public. Tandis que les patrons, eux, sont devenus le symbole de la montée des inégalités. C'est pourtant injuste. D'abord parce que les patrons du CAC 40 ne sont pas représentatifs des 2 millions de chefs d'entreprise en France. Et d'autre part, parce que selon l'INSEE, les inégalités de revenus en France n'ont pas augmenté depuis 2008. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Graphe. Alexis Corbière, bonsoir. Vous êtes le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Bienvenue parmi nous. Alors évidemment, nouvelle polémique. Carlos Ghosn, patron de Renault, qui vient de toucher une plus-value de 6 millions d'euros. En fait, la loi anti-Ghosn dans Sapin 2 n'a servi à rien. Absolument. Ça n'a servi à rien. Ce thème, il revient souvent. Et souvent, on répond que, premièrement, les patrons, il y aura de l'autorégulation. Et puis, il y en a même certains qui théorisent que c'est une bonne chose, que c'est la théorie du ruissellement. C'est bien qu'il y ait des gens très riches parce que ça va profiter aux autres. Mais ce qu'on observe, c'est que, et vous le savez, vous en parlez parfois, la pauvreté en France, elle augmente. Il se trompe, Blacko. Le rapport de l'INSEE du 5 décembre 2016, il dit clairement que les inégalités, elles se creusent en France. Il y a aujourd'hui 8,8 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté et on en a 1 million supplémentaire en 10 ans. Et à l'inverse, il y a ça. Je vais donner une date. Le 3 janvier à 18h. Mais pour les 120 patrons qui sont les mieux rémunérés, à partir de ce moment-là, ils avaient gagné autant qu'un salarié français, ce qu'il touchera sur toute l'année. Ah là là. En 2 jours et 18 heures. En 3 jours. 2 jours et 18 heures. Alors est-ce que c'est normal? Donc nous, avec Jean-Luc Mélenchon, ce qu'on propose, c'est pas d'écart de salaire supérieur dans l'entreprise de 1 à 20. Si le plus haut salaire veut s'élever, il augmente tout le monde. Mais pas ce... Il n'y a rien qui justifie que quelqu'un, selon moi, gagne plus de 50, 60, 100 fois plus que quelqu'un d'autre. Vous recommandez que le salaire maximum d'un patron soit de 350 000 euros par an. Voilà. Tu vas tout revendre. Comment tu vas t'en sortir? On va faire un harditon, là, c'est pas possible. Vous savez que la part reversée aux actionnaires lors du trimestre 2016 de l'année dernière c'est un record, 35 milliards reversés aux actionnaires. Le problème, c'est que tout cet argent, ces richesses produites par les travailleurs, quand elles sont reversées aux actionnaires, elles ne sont pas investies dans l'entreprise pour améliorer l'outil de production et pour mieux payer les salariés. Tout cet argent capté par une poignée, ça part souvent dans des paradis fiscaux. Il faut le dire, on a un problème. 60 à 80 milliards d'euros chaque année en fraude et évasion fiscale. Gérard, vous accepteriez qu'on fixe arbitrairement votre salaire? Non. Alors, c'est un débat, on peut parler pendant des années, vous aurez toujours raison, parce que vous avez la majorité avec vous. Mais le talent n'a pas de valeur. C'est un footballeur qui gagne 1 million, alors c'est bateau ce que je vais dire, mais 1 million par mois, vous trouvez ça normal? Ça ne lui dérange pas? Non, ça ne le dérange pas. Et je vais prendre un exemple... Ou même un chanteur. Non, je vais prendre un exemple... Attends, non. Je vais prendre un exemple de, justement, Patrick, que je connais depuis 82. C'est le plus gros fraudeur de... Ah non! Ah non! Non, écoutez bien. Pas, Patrick. Ah non! Je l'ai vu jouer au théâtre en 84 à peu près avec Maria Pacôme, dans une pièce. Il devait gagner 200 euros de maintenant. 200 francs. Non, 200 francs. 200 francs par jour. Vous voyez ce que c'est? Maintenant, il gagne beaucoup d'argent. Mais pourquoi? Non, il a 300. Mais il y a des comédiens qui gagnent encore 200 francs. Bah oui. Bon, et pourquoi il gagne 200 francs et que lui, il gagne beaucoup d'argent? Parce qu'il a plus de talent que ses comédiens. Moi, je suis navré. Ah, mais je suis navré, monsieur. Et si monsieur Ghosn gagne beaucoup d'argent, c'est qu'il a certainement beaucoup plus de talent que vous et moi, déjà. Et deuxièmement, il y a un conseil d'administration. Vous savez que dans toute société, il y a un conseil d'administration avec les représentants du personnel. C'est pas lui qui dit, tiens,
Je vais me prendre tant par mois. Attendez. Ouais, mais c'est pas tant ça qui est le problème. Mais attention, je dis pas que tout. Bien sûr. C'est Voilà. pas Ce qu'il faut pas, c'est d'abord en faire une généralité. Évidemment, on peut s'abriter toujours vers l'argument de celui qui fabrique la richesse, et évidemment, le débat est sans fin de ce côté-là. Mais il y a parfois juste au point par point des comportements. Oui. Et des comportements qui parfois sont insupportables et qui poussent et qui sont tellement dans l'humiliation. Et je prends un exemple qui s'est passé il y a 3 jours. J'écoutais ça à la radio, je trouvais que c'est absolument fascinant. Il y a un chef d'entreprise qui a décidé d'augmenter ses salariés d'1 centime par heure. C'est une honte. Non, d'1 centime par heure. Ça veut dire c'est pas mal, 8 déjà. centimes par jour. Ça veut dire que tu fais le compte, ça fait 15 € par an, je crois. Là, c'est C'est-à-dire que où va-t-on C'est non. pour pousser l'humiliation à ce stade-là et pour pas que les gens aient envie de devenir dingues? C'est ridicule. Je suis d'accord. En plus, on peut. Vous évoquez le fait que Patrick Bruel ait du talent. Moi, je le conteste pas. N'exagérons rien. Non, mais. On peut en débattre, hein, tout le monde n'est pas d'accord. Alors, Mais non, si je mais partage avant- ça avant- sera un avant- dossier. Avant que vous La disiez semaine quoi que ce soit, prochaine. est-ce que Patrick Bruel doit gagner 350 000 € par an? Oui, je pense que oui. Oui. Et je pense quand même que Patrick et tout son talent, il doit même le dire que c'est bien de faire ça. Parce que c'est bien de payer des impôts. Attends, chez nous- parce que c'est important qu'il y ait des hôpitaux. Il y a une Ah, option il y a de des formation. quantité de choses. Les Non, mais impôts, il en paye. Là, plafonner les salaires, non. Payer les impôts, par contre, oui. et on en paye. Bien Oui, sûr. les payer en Ben, France, c'est l'impôt. d'accord, oui. Je vais dire Aux comment- États-Unis, il y a l'impôt progressif. Plus vous gagnez, plus on vous prend. Voilà. Non, mais il n'y a pas de société sans morale. Et je dis que c'est immoral, au-delà des arguments politiques, qu'il y ait une minorité qui capte autant de richesses quand vous avez des gens qui... Mais de là à décider Donc, de on façon l'organise. arbitraire Non, la loi. que les gens Mais- doivent gagner Mais c'est pas la loi. plus de 350 000 € par an, excusez-moi, c'est du totalitarisme. Mais, non mais attendez, les règles, nécessairement, elles doivent exprimer un intérêt général et une adhésion collective. Nous, c'est ce qu'on met au cœur du débat dans la campagne qui vient. Ça nous semble intéressant de parler du fait qu'aujourd'hui, le système économique nouveau, ce nouvel âge du capitalisme dans lequel on est, il fonctionne avec cette captation des richesses par une minorité. Mais il ne faudrait pas que patron devienne un gros mot. Ouais. C'est important. Essayez. Vous avez beaucoup de talent. ouvrier non plus, faut pas Non, que ça mais, devienne un gros mot, hein. Ça y est, Ouvrier, employé non plus. monsieur, j'étais cuisinier, serveur, ambulancier. J'ai démarré. Et t'as réussi j'ai dans travaillé aucun domaine. 15 ans au service des autres. Alors écoutez-le. Non, j'ai travaillé 15 ans au service des autres et mon rêve, quand j'étais dans les wagons-restaurants et que je servais dans les wagons-restaurants, c'était d'être patron. Et je suis devenu patron. Vous savez que quand vous êtes patron, si ma société se casse la gueule, j'ai pas de chômage, j'ai rien du tout, je suis dans la merde. Donc, je prends des risques, je fais travailler du monde. Donc, si j'ai un peu de talent, c'est un peu normal que je gagne un peu plus que ma standardiste qui Mais un me peu dit plus, bonjour c'est combien monsieur. Mais je sais Un pas, peu plus, mais... c'est combien? Moi, je suis d'accord. 20 fois plus. Mais alors, je vais gagner 350 000 € et je vais c'est payer pas mal, donc hein, ça. c'est pas Attendez, mal. et je vais donc payer 50% d'impôts. Bah oui. Non, mais c'est pas mal déjà. Attends, Vous dites, ma c'est question- normal que je gagne un peu plus. Donc, on est Alors, je d'accord. vais gagner 350 000 Oui, bah, € par an. d'après et je vais lui, payer d'après- 50% d'impôts. Donc je vais gagner 175 000. Mais tout le monde va se barrer. Il faut Tout le monde. Mais Ah bon, oui, dans mais ce tout le monde pays, il y se a barre tout le monde déjà. qui gagne plus de Mais les grands de patrons, 350 oui. 000 Les euros. Ici, oui. Ici, Non, oui. non. Essayez, parce que je vous connais bien et je connais bien Monsieur Mélenchon. Je lui trouve un vrai talent, un vrai lui talent ferai passer le d'orateur. Essayez de tirer plutôt les gens vers le haut que vers le bas. Essayez de leur dire entreprenez, travaillez, Moi, monsieur bossez. Louvain, je connais Mais des arrêtez patrons de dire, où la logique, c'est les pas patrons. Oui, les patrons, ils existent, les ouvriers existent. Ouais. J'ai toujours respecté les gens. Moi, j'ai fait travailler 10 000 personnes à peu près. Et croyez-moi, j'essaie vraiment. Mais la respecter. logique, je vais vous dire, monsieur Louvain, ça peut pas être profite et tais-toi. Je pense que Carlos Ghosn, par ailleurs, qui démontre pas non plus de grand talent par rapport à ses résultats économiques. Mais Vous rigolez. il croit pas. Non, mais Vous rigolez, j'espère. Pardon. Vous Non, mais rigolez. Bah le oui, fait qu'il j'espère. puisse, comme il l'a touché là, 16 millions, que ça ne le choque pas. Mais de si toucher Renault autant gagne des d'argent. fortunes, Grâce à lui. si Nissan gagne des fortunes, c'est normal qu'ils prennent de la Attends, thune, et- le et- mec. Attendez, mais paye il en 60% prend. Et il paye d'impôts. 60% d'impôts. Il en prend. Il paye est le premier 60% constructeur d'impôts. mondial. Mais il en prend. Mais vous imaginez par rapport à ses ouvriers, par rapport à ses employés, vous trouvez normal qu'ils gagnent 750 fois plus qu'eux? Quand on baisse la rémunération du patron, le problème, c'est que ça n'entraîne pas obligatoirement la baisse de la rémunération des autres dirigeants. Par exemple, des entreprises publiques. Le patron ne peut pas gagner plus de 450 000 €. Sauf que dans les entreprises publiques, il y a 50 personnes qui gagnent plus que le patron. Donc déjà, baisser le salaire du patron n'est pas obligatoirement baisser le salaire des dirigeants. Ensuite, est-ce que l'État doit tout réglementer? Moi, je suis un partageux, Thierry. Voilà. Ça ne veut pas dire tous pareil, mais ça veut dire quand même, je vois le 21e siècle qui s'ouvre, autant d'inégalités,
c'est plus possible. C'est pas possible que les 80 personnes les plus riches du monde, elles possèdent autant que l'ensemble des richesses de la planète. Eh bien, on va partager, on va organiser ça. Je suis un non-violent, ça va se faire par la loi. Il faut que les peuples en décident, d'accord? Parce que la logique, Blacko nous l'a dit, c'est faire du blé, donner du rendement. Donc c'est un problème de fond. Si on casse pas ça, on le change pas et qu'on fait pas, on est des entreprises qui sont basées sur un autre système, on va détruire. Alors, on va se mettre d'accord, parce que c'est la fin, on va se mettre d'accord sur un truc. Le commerce, on est tous d'accord. La financiarisation du monde, on est moins d'accord. Voilà. C'est la fin. Merci, Alexis Corbière, d'avoir été avec nous. C'était la P2 de SLT. On se retrouve après la pub. À tout de suite. Bonsoir les terriens. Bonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Maud Fontenoy, de Patrick Bruel, de Gérard Louvain, de Mathieu Madignan et de Laurent Baffy. J'ai quand même besoin que tu nous éclaires sur quelque chose, peut-être que le téléspectateur aussi. Je ne comprends pas pour l'instant cette tradition. C'est une tradition. Oui, mais qui sort d'où, qui vient d'où, qui est né comment, je veux tout savoir. Qui est né un jour où j'ai revu Police, le film de Maïwenn, que j'adore. Et ils font ça dans Police? Ils font ça dans Police. Cette musique te donne envie de danser. Vous voulez pas qu'on parle des impôts locaux? Non. On va passer maintenant... Et l'URSSAF? Non, pas l'URSSAF. On va passer maintenant à notre TTO de la semaine. Gérard Louvain, rebonsoir. On se demandait où vous étiez passé depuis que vous aviez quitté Touche pas à mon poste. En fait, vous prépariez un spectacle. On va en parler, mais d'abord... Mon pote à Loulou, je te le bien une chanson contre Alors, vous avez révélé avoir voulu quitter Touche pas à mon poste quand Cyril Hanouna vous a annoncé que Nabila allait devenir chroniqueuse. Et vous avez déclaré « Je ne tenais pas à m'asseoir à côté d'elle ». C'est là où on voit que vous êtes homosexuel, quand même. Il y a de quoi. Les 2 ans que j'ai fait, je me suis beaucoup amusé, mais quand il m'a dit il y a Nabila, ça m'a... Ça vous a refroidi, ça. Je m'assois pas à côté de Nabila. Et ben voilà. On parle de télévision au départ. Donc, moi, je vois pas... Vous voyez pas ce qu'elle a à dire sur les médias, Nabila? Pas vraiment. Alors, c'est vrai que depuis quelque temps, il y avait de l'eau dans le gaz. Vous aviez été suspendu d'antenne pour avoir giflé un assistant. Et en fait, ce que Cyril vous reprochait, c'est d'avoir fait ça hors antenne. Non, mais un jour, je raconterai l'histoire, la vraie. Alors, après la carrière que vous avez faite, quand même énorme, c'est vrai que c'était un peu bizarre de vous voir comme ça. Ouais, c'est un peu pour ça que j'ai arrêté. Ou comme ça. Là, vous étiez devenu gros GG, quoi. Non, mais là, spécialement, j'ai Nolwenn en face de moi. Nolwenn, j'ai produit quand même 5 tournées de Starac. Ouais. Et je voyais dans son regard, elle dit, c'est pas lui, c'est pas possible. Ouais. Alors, je l'ai fait 1 fois, je l'ai fait 2 fois, je l'ai fait 3 fois, je l'ai fait 4 fois. Au bout d'un moment, j'ai dit, j'arrête, quoi. Je peux pas. Je me suis amusé. Ouais. Mais 1 fois de temps en temps, mais... Non, mais je comprends très bien, mais semaine, on regarde la tête que j'ai. Et encore, on voit pas, mais là, t'as des nouilles dans le slip, c'est dommage, on ne le voit pas. Gérard. Oula. Pour Gérard, Alfred, Émile, Louis Fromont. On dirait un serial killer. Alias Gérard Louvain, tout commence le 5 septembre 1946, au Raincy, en banlieue parisienne. 9,7 kg à la naissance. Vos parents tiennent un salon de coiffure pour dames. Et après la fermeture, la boutique tient lieu de salle à manger. Vers l'âge de 4 ans, vous rêvez déjà, Gérard, de spectacle.
vous faites le show dans les cérémonies familiales. Or ainsi, vous allez voir les cirques. À 13 ans, dans votre bain, vous vous interviewez vous-même. Alors, monsieur Gérard, racontez-nous vos débuts. Comment avez-vous réussi? C'est vrai. En se touchant le bigoudi en plus. Pas à 13 ans. À 18 ans, vous travaillez dans les trains de luxe, mais les week-ends, vous avez un groupe de rock, vous êtes chanteur, et votre groupe s'appelle les Playboys. Ah ouais. Est-ce que... pourquoi vous riez? Vous faites les premières parties de Jacques Dutronc, de Michel Polnareff. Dalida. Ouais. Tina Rossi à l'époque. Mais alors, au départ, en fait, Gérard, vous vouliez être dans la lumière. C'est peut-être pour ça que vous avez fait Ce soir à mon poste. Je me suis rêvé artiste. Après, j'ai vu. Je savais que j'avais pas assez de talent. Et je me suis rêvé animateur. Et quand j'ai pensé à faire de la télévision, je voulais présenter ma première émission. Ouais. J'ai fait un essai. J'étais à chier. Donc, j'ai aussi compris que c'était pas mon truc. Donc, j'ai vite été derrière la caméra. Oui, mais si ça se trouve, en fait, cette première décision, c'est-à-dire de devenir un chanteur dans un groupe de rock, c'est peut-être ce pourquoi vous étiez fait, non? Vous n'avez pas peur d'avoir raté quelque chose? J'étais chanteur ringard. Ah ouais? Ah oui, je chantais en yaourt, chantais un peu, vous savez, comme chanter les chansons d'Elpès. Pour un flirt avec toi, un peu vibrato. Pas mal. Non, mais je savais, je chantais 30 à 40 chansons par soir, puisque j'étais dans un bal. J'étais tout sauf un vrai bon chanteur. Alors, c'est avec Claude François donc, que vous apprendrez la direction artistique et la production. Ouais. C'est avec lui que vous avez appris à être odieux avec le personnel? Non, parce qu'il n'était pas odieux avec le personnel. C'est vrai, on est habillé, on a pris les 3 vestes des concierges de l'hôtel, le mec qui est derrière, et on joue au concierge, on reçoit les clients. C'était un mec génial. J'ai travaillé avec lui, il avait 33 ans. 33 ans, il était patron de société, et c'est vachement important. Il avait Flèche, il avait Absolu, il avait Podium, il avait tout ça, et le soir, malgré tous ses soucis, on lui disait, allez, va chanter le lundi au soleil. Ouais. C'est pas toujours facile. Alors, de temps en temps, il était de mauvaise humeur. Imaginez que vous, là, après toute l'émission, vous tournez, je vous dis, bon, on part à Lille, et tu vas faire 1h30 de scène. Je suis pas sûr. Ouais. Ensuite, vous lancerez dans le management d'artistes, donc avec Lio, Palmade, Pagny. J'étais producteur de Palmade, j'étais producteur de Cavana, producteur Florent Pagny, producteur de Michel Leb, producteur de plein de choses. Grand producteur, mais aussi du Mime Marceau, et aussi de Maurice Béjart, mais aussi d'Alliage. Les textes d'Alliage étaient meilleurs que ceux du Mime Marceau. Non, mais il faut remettre les choses à leur place aussi. C'est vrai. Ensuite, vous produirez des pièces de théâtre, des comédies musicales, des émissions de télévision, dont Sacrée Soirée. Alors, il paraît que le titre de Sacrée Soirée, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est en hommage à une partouze géante organisée chez vous, non? Bah, c'est pas sympa pour le petit garçon qui a 13 ans qui l'a trouvé, parce qu'on avait fait un concours. Oui, mais enfin, t'as payé ta dette pour ça. Moi, on m'a raconté que c'était Jean-Pierre Foucault. Il est là ce soir. Voici Jean-Pierre Foucault. Non, il n'est pas là. Non. On a quand même tous tourné la tête. Il y a 3 connards qui ont tourné la tête, quand même. Il n'a rien à foutre, Jean-Pierre Foucault. Alors, Gérard, vous êtes ici ce soir pour Odino, qui est votre nouvelle production musicale à Bobino, du 19 janvier au 29 avril. Alors, c'est un spectacle, il faut le dire, assez étonnant, dans lequel un grand orchestre symphonique reprend des chansons contemporaines. Et là, on réalise, en fait, qu'avec 18 violons et 14 trompettes, n'importe quelle chanson de merde a de la gueule. Non, mais c'est vrai. Bah, c'est pas sympa pour Adèle et pour Daft Punk et pour Michel Legrand et pour Edith Piaf, etc. Oui, c'est vrai. Moi, je veux bien que ce soit des chansons de merde. Ouais. Mais c'est que des jeunes musiciens. C'est un jeune chef d'orchestre qui s'appelle Sylvain Dinowski, qui a la passion de la musique, qui fait, c'est très important, qui fait partager sa passion de la musique au public. C'est-à-dire qu'il fait monter des gens non musiciens sur scène, qui jouent Adèle. Il descend dans la salle pour faire des percussions. C'est une vraie expérience musicale. Je vous jure que c'est vraiment formidable. On regarde à quoi ça ressemble. Odino, la rencontre surprenante entre des grands thèmes populaires classiques et des standards de la pop. De Michael Jackson à Edith Piaf, en passant par Adele ou Stravinsky. Odino transcende les genres musicaux en toute légèreté, avec une grande liberté. Le public partage et vit des moments d'émotion et de surprise.
peux aller vous voir. Yes, voilà. Magnifique. Grâce à l'interaction, le public devient lui aussi musicien et acteur de cette soirée ludique et magique. C'est la Odino, donc, c'est à Bobino, du 19 janvier au 29 avril. On vous souhaite que du bonheur. Merci, donc. c'est gentil. Et on passe maintenant au bilan de la mi-temps. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan. Patrick Bruel, vous êtes satisfait de la façon dont ça s'est passé? Démarrage un peu poussif, un peu tendu, difficile, puis ouais. je suis un peu rentré dans le jeu, voilà. Il y a une chose que j'ai La oubliée, deuxième mi-temps était meilleure. c'est de vous poser une question sur Racine, parce que je vois que vous aimez beaucoup Racine. Ouais, le fait d'avoir une mère enseignante fait que Ouais. j'ai beaucoup lu, oui. Mais attendez, je vous peux pas avoir connaissez- un peu plus Racine, et Victor Hugo que les autres peut-être. Vous connaissez du Racine? Je connais du... oui, un peu. Bah, allez-y, hein. Non. Là, c'est le moment. Seigneur, j'ai vu la reine, mais pour me faire revoir, j'en ai percé qu'à peine les flots toujours nouveaux d'un peuple adorateur qui attire sur ses pas sa prochaine grandeur. Bérénice. Mathieu, quel bilan tirez-vous jusqu'à présent de l'émission? Je pense que ma Bilan carrière... littéraire, Mathieu. Ouais, pardon, excuse-moi. Je pense que ma carrière d'écrivain est bien lancée grâce à toi. Ouais. Voilà. Non, mais c'est vrai que quand j'ai Bafi là, je regarde des vieux Sergio Leone, tu sais, et j'ai l'impression d'être le mec qui va se faire tuer. À dire, bah, putain, merde, il a fait avant, merde, j'y vais. Et un jour, je vais me faire tirer dans le dos. Ouais, et compte sur moi. Maud, est-ce qu'il y a des choses dans cette émission? Enfin, vous n'êtes pas encore passé, donc est-ce que vous êtes inquiète de ce qui vous attend? Ça s'arrête avant qu'elle parle, oui. Ouais. Je pourrais peut-être emmener le monsieur porte-parole de Mélenchon qui parlait beaucoup du goût de l'effort, ramer avec moi 5 mois, éventuellement. Ça, c'est une bonne chose. Bon ben voilà, donc c'était le bilan. On passe maintenant à notre invité politique de la semaine. Maud Fontenoy, bonsoir. Vous publiez chez Plans des tempêtes, j'en ai vu d'autres. Et vous écrivez en à peine 24 heures, je suis passé de la gentille navigatrice nommée personnalité de l'année par Time Magazine à la méchante de droite. Alors on va commencer, bien sûr, par la gentille navigatrice. Oh mon bateau, tu es le plus beau des bateaux. Alors, page 60, vous dites « J'avais le mal de mer, j'avais peur de la solitude, je craignais de ne pas y arriver par moi-même, et je décidai donc de partir sur les océans en solitaire et sans assistance. » Qu'est-ce qui vous a pris? C'est vrai que je voulais aller à contre-courant et aller contre ce qui peuvent être les fragilités des humains. J'ai choisi de partir à la rame dans des aventures des premières féminines et dans des aventures pas gagnées d'avance pour montrer que l'homme était capable de réaliser des rêves plus grands que lui. Pour montrer qu'avec de la volonté, de la persévérance, du travail, de la détermination, on arrivait à tout, même quelque chose qui peut paraître aussi insensé qu'un tout petit bateau, 2 rames, une blonde et un océan gigantesque. Non mais c'est génial. Et j'avais envie de prouver que finalement, c'était notre étincelle de vie, notre énergie, notre goût de l'effort, notre soif d'aventure, notre capacité à nous relever dans les difficultés qui faisait que finalement, même aussi grand qu'il puisse être cet océan, on le traversait d'abord coup de rame après coup de rame, et que c'était comme une immense montagne. Oui, c'est comme on dit, un éléphant, ça se mange à la petite cuillère, quoi. Voilà. Alors en 2003, vous faites la traversée... Pardon, t'es sûr de ta comparaison? C'est pour toi, hein. On s'est tous regardés. Tu me protèges, je te protège, hein. C'est que de l'amitié, hein. Alors en 2003, vous faites la traversée de l'Atlantique Nord à la rame, 117 jours, 6700 km, seul, sans assistance, vous avez 25 ans. En 2005, c'est l'océan Pacifique que vous traversez, 73 jours, 7000 km, seul et sans assistance. Et en 2007, c'est le tour du monde à la voile, à contre-courant, 150 jours, 47 000 km. C'est la gentille navigatrice, là. Profitez-en. Et en plus, pendant ce temps-là, donc sur la mer,
vous avez tenu à rester féminine. Vous vous épiliez les jambes. Oui. Vous mettiez au cas où, on sait jamais, tu vois. Un cargo qui passe, faut être présentable, tu vois. Vous mettiez des crèmes anti-rides. Non, mais c'est vachement bien. Et il faut quand même se laver les cheveux à -5 dans un seau d'eau glacée, quand même. Et Maud l'a fait, et boire son urine quand le désalinisateur est en panne. C'est moins excitant d'un coup, là. Alors, Maud, l'urine, c'est comment? Non, le pire dans ce que vous dites quand même de terrible, c'est que quand on est toute seule en mer avec le bateau là, on a peur de mourir. Non, mais ces aventures, c'est des aventures incroyables parce qu'à la fois, se sentir tout seul, tout petit humanoïde, en train de traverser cet océan immense, quand on regarde sa position sur la carte, et il arrivait que des fois, je bougeais absolument pas. Ah ouais. Et j'avais de temps en temps la terre au téléphone, et qui était en l'occurrence maman, parce que j'avais pas vraiment de PC à terre, et qui me disait... À quelle heure tu viens de dîner? Non, heureusement encore que t'as ramé. Ouais. Et c'est vrai qu'il m'arrivait souvent de reculer. Puis il faut le dire aussi, Maud, l'absence de spectateurs pour vous applaudir. Non, en fait, il n'y a personne pour vous dire, vas-y, c'est bien, vous êtes toute seule, quoi. Alors c'est vrai que vous avez tous vu le film Seul au monde, et on a tendance à se parler un peu pour s'encourager. Ouais. Moi, j'étais suivie par des milliers d'enfants, et notamment par beaucoup d'enfants malades dans les hôpitaux en oncologie pédiatrique, donc j'avais envie de leur prouver que c'était possible. J'ai toujours eu des programmes éducatifs, et j'ai ma fondation depuis 15 ans qui est soutenue par de nombreuses personnalités. Patrick a été quelqu'un de très généreux. Il faut dire qu'au-delà de la grande carrière de Patrick, c'est aussi quelqu'un qui s'engage pour venir avec moi parler auprès de milliers d'enfants qui ont, à travers ces mots, envie aussi de rêver sur un avenir, bien, sur un avenir Patrick. possible. Bravo. Et je rêve de l'emmener en bateau. Patrick, je t'aime. Bon, alors, là, voilà. Vous rencontrez Nicolas Sarkozy, vous allez à l'Élysée, il vous élève au rang de chevalier de l'Ordre national du mérite, et il en profite pour vous toucher les nichons. T'imagines s'il avait fait commandeur, elle serait où la main? Ensuite, vous êtes restés très proches, et vous finirez par rejoindre les Républicains, et c'est là que la gentille navigatrice devient la méchante de droite. Le drame. Aujourd'hui, vous êtes déléguée à l'environnement du Parti républicain, vous êtes vice-présidente de la région PACA, chargée du développement durable, et vous écrivez dans Valeurs Actuelles gratuitement, je le précise. Et là, vous découvrez que les tempêtes politiques sont plus violentes que celles que vous avez connues en mer. Vous appelez vos adversaires les Khmers verts. Il faut dire quand même que pendant les primaires de la droite, Nicolas Sarkozy a déclaré « L'environnement, ça commence à bien faire ». C'est vrai qu'il ne vous a pas aidé. Juste pour repréciser un petit peu, je soutiens Nicolas Sarkozy parce qu'on a une histoire commune. Il a été formidable avec votre fille. J'ai un enfant qui a souffert d'une très très grave maladie, et c'est grâce à Nicolas qu'on a pu poursuivre les traitements et qu'aujourd'hui il est encore là. La deuxième chose, c'est pourquoi je me suis engagée. C'était lui, mais c'était surtout le sujet. C'est-à-dire faire comprendre que l'environnement, c'est primordial pour l'avenir de chacun d'entre nous. Quand il déclare qu'il faut être arrogant comme l'homme pour penser que c'est nous qui changeons le climat, ça n'a pas dû vous aider, ça. Le climat est en train de changer, comme le climat a beaucoup changé tout au long des siècles et des siècles. C'est-à-dire qu'il y a eu des grandes périodes de sécheresse, des grandes périodes d'eau, de froid, Il y a toujours eu des grandes périodes de changement. Et la biodiversité, à une certaine époque, a disparu de près de 80-90%. Et cette biodiversité-là, elle est revenue. La seule chose qui change aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on a des activités humaines qui créent des pollutions qu'on a du mal à gérer. Et c'est quoi la question? C'est pas tant la question du réchauffement c'est la question de savoir est-ce que l'homme va être capable de survivre sur cette toute petite planète qu'aujourd'hui on surconsomme alors qu'on va devenir bientôt 9 milliards. Donc les grands problèmes, c'est quoi? C'est quels sont les accès au transport, comment on va traiter nos déchets, quels vont être nos moyens de production, comment on va survivre au niveau alimentaire. Et c'est toutes ces grandes questions qui sont primordiales, pas seulement celle de savoir s'il y a eu ou pas dans les siècles des changements climatiques. Vous l'aimez toujours. Nicolas, ma première larme ne fut que pour toi. Non, mais en fait,
Le programme écologique de Nicolas Sarkozy, c'était de foutre Alain Juppé dans un composteur, en fait. C'était sa seule idée. Alors, c'est pas facile d'être écologiste de droite. C'est quoi? C'est-à-dire, si les pandas disparaissent, c'est un peu de leur faute, ils avaient qu'à se bouger le cul, quoi, en gros. Donc, c'est ça. Alors, vous dites un truc dans votre livre, vouloir faire rimer économie et écologie. Mais ça rime déjà, Maud. Ce que j'essaye de dire, c'est que l'écologie aujourd'hui, ça peut être une écologie positive, ça peut être une écologie réaliste, une écologie pragmatique. Et qu'aujourd'hui, cette écologie-là, ça ne doit pas être toujours d'essayer de faire un peu moins ou de culpabiliser l'homme dans son souci de consommer avec un discours qui est toujours le « c'était mieux avant », ce côté arrière-garde et retour en arrière, moi, ne me convient pas et je trouve hors de propos quand tu penses qu'aujourd'hui, il y a encore un enfant qui meurt de faim toutes les 5 secondes dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'on veut comme monde pour demain? Demain, il va falloir produire différemment. Mais pas juste un peu moins, complètement différemment. Et différemment, ça veut dire comprendre que la nature, c'est une source de solutions et c'est une source de richesse. On comprend la prolifération des cellules cancérigènes grâce à l'étoile de mer. On traite aujourd'hui le sida grâce à l'AZT qui vient du hareng. On travaille sur le nerf optique humain grâce au nerf optique du calamar qui est 1000 fois supérieur au nôtre. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur l'Alzheimer grâce à la méduse. Il y a un potentiel incroyable. Dernière question, donc vous êtes à la région PACA, donc responsable du développement durable. C'est plus dur de passer le Cap Horn ou de rire à une blague d'Éric Ciotti? Non, ce qui est certain, c'est que c'est plus dur. Je me suis jamais sentie aussi seule en politique, malgré mes aventures de mois et de mois et de semaines et de semaines seule sur un océan. Plus seule que sur votre bateau. Absolument, c'est un combat difficile. Mon bateau, c'est le plus beau des bateaux. Tu es le plus beau des bateaux. Voilà, c'était la B3 de SLT. On se retrouve sur Terre après la pub avec Guillon 2007 et nos terriens du samedi soir. Les Jetmen, grâce à leurs ailes équipées de réacteurs, Vince et Fred volent dans les airs comme 2 super-héros. Bonsoir les terriens, bonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Maud Fontenoy, de Patrick Bruel, de Gérard Louvain, de Mathieu Malignan, de Laurent Baffy. Et maintenant, c'est l'heure de Guillon 2017. Stéphane Guillon, bonsoir. Bonsoir Thierry Ardisson. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Bon. On y va? Oui. Politique, on démarre avec la primaire de la gauche. Non, cette semaine, on est obligé d'en parler. Bien sûr. Non, je sais que ça emmerde tout le monde, mais là, on est à 8 jours du scrutin, donc on en parle. Primaire de la gauche. Alors qu'Emmanuel Macron remplit des salles de 8000 places, Manuel Valls a rassemblé 200 personnes à Liévin. Souhaitons à Manuel de faire mieux que le score de Jean-François Copé à la primaire de la droite, 0,3%. C'était son père, sa mère, ses cousins et ses cousines. Si la famille de Valls est plus nombreuse que celle de Copé, il devrait s'en sortir. Déclaration de Manuel Valls à la une du Parisien. Je ne crois pas être favori. Tant mieux, tant mieux. Ça tombe bien, tant mieux. Les mauvaises nouvelles s'accumulent pour l'ancien Premier ministre. Selon un sondage de la Sofres, Valls serait battu par Montebourg au second tour de la primaire de la gauche. De son côté, le chantre du Made in France s'est déclaré sûr de sa victoire. Je vais les chiner, Thierry Ardisson. Le Black Boulet, l'Estourbir et le Châtier. Haro sur les félons, les renégats et les Judas. Quand on a trahi les valeurs de la gauche, imposé le 49-3, on ne revient pas à la mine enfarinée, jouer les pompiers pyromanes. On ne revient pas, Thierry Ardisson. Civis pacem parabellum. Les Français ne seront pas à nouveau gros gens comme devant. Sus à l'infâme, Manuel Carlos Valls.
Il faut l'oxyre, le disperser façon puzzle. S'il aime tant les charters, qu'il retourne en Hispanie. Déclaration de François Calfon, directeur de campagne de Montebourg. Macron, c'est Pierrette le pot au lait. Il veut tout, souvent qui trop embrasse, mal étreint. Il y a quelqu'un dans l'équipe de Montebourg qui parle français normalement? Un français que tout le monde comprend? Alors, c'est une exclusivité. On vient à l'instant de recevoir la musique d'entrée des meetings d'Arnaud Montebourg. Ça donne envie. À l'approche de la primaire de la gauche, Jean-Christophe Cambadélis a organisé une simulation de vote. La NASA parfois fait des simulations sur des missions très compliquées, Airbus Industrie, la Formule 1, mais organiser une simulation pour glisser un bulletin dans une urne, il va nous manquer, Cambadélis. Il va nous manquer. Oui. Tu vois, Mitterrand disait « Je crois aux forces de l'esprit ». Faut qu'il revienne, là, vite, hein, très vite. On passe à une nouvelle séquence, le bon plan de la semaine. Comment ne plus payer la maison de retraite de ses parents? Une charge souvent très lourde pour les familles, environ 3 000 € par mois. Eh bien, aujourd'hui, je vous recommande la maison de retraite Corian-Berthelot à Lyon. 13 personnes y sont mortes en 15 jours. Un record. Si vous souhaitez y placer vos parents, écrivez-leur. Durée moyenne d'un séjour entre 3 et 6 semaines maximum. Ça fait quand même une sacrée économie. C'était le bon plan de la semaine. Valérie Pécresse souhaite la fin de la gratuité des transports publics en Île-de-France en cas de pic de pollution. Bah oui, ça coûte trop cher, 4 millions d'euros par jour. On peut plus. Donc, respirez des particules fines et faites-vous un cancer des poumons. Ça, c'est pris en charge. Mais attention, jusqu'en mai 2017. Ah oui, si Fillon passe, c'est fini, plus de sécu. Donc, on profite maintenant. « 48 000 morts par an en France dus à la pollution urbaine. Je ne veux pas inquiéter Pécresse, mais ça fait quand même 48 000 passes Navigo en moins. Faut bien réfléchir, faire les comptes. Qu'est-ce qui est le plus avantageux? À vos calculettes. Deux sénateurs saisissent le CSA après le passage de Farid Benyetou dans Salut les Terriens. Durant son interview, l'ex-mentor des frères Kouachi, les assassins de Charlie Hebdo, a brandi un pins « Je suis Charlie ». Les sénateurs dénoncent une scène d'une rare indécence. Notre programmatrice à Salut les Terriens, elle est mal. Hein. Ah, Cathy, elle est mal. Ouais, c'est Cathy. T'as vu ces connards de sénateurs, franchement, hein. Ils ont que ça à foutre. Hein. Farid Benyetou, c'est pas lui qui a tiré sur les journalistes de Charlie. Il les a conseillés, motivés, mais c'est pas lui. C'est chiant, cette histoire. Hein. Bah, on est emmerdé avec Thierry. Non, parce qu'on pensait faire un duplex avec Salah Abdeslam, le terroriste du Bataclan, dans sa cellule de Fleury-Mérogis. Tu sais qu'il regrette, Salah. Ouais, il regrette. Bah, dans tout terroriste, il y a un cœur qui bat. Du coup, Thierry pensait que ce serait pas mal qu'il porte un t-shirt « Je suis Bataclan ». Tu vois, le côté rédemption. Ouais. Et pour l'anniversaire de l'attentat de Nice, ouais, c'est loin, mais je t'en parle, on inviterait volontiers Ramzi Arefa, le complice du chauffeur du camion. Ouais, lui aussi, il regrette. Et si l'émission est en plein air, Thierry pensait un feu d'artifice avec des cœurs, en hommage aux victimes. Mais il faut que ce soit de bon goût. Ouais. Non, Thierry, le bon goût, il y tient. Bisous. Je me disais, Thierry, la saison prochaine, pour notre émission de rentrée, invitez le fils Ben Laden.
Très bonne idée. Une spéciale 11 septembre. Très Et pour bonne la idée. petite touche humour, en plateau, on invite aussi Charlie Couture pour chanter comme un avion sans ailes. Hein? J'en parle à Cathy. Bernard Arnault, propriétaire du groupe LVMH, premier Français à serrer la pince de Donald Trump, embrassade, accolade et compliments à gogo entre les deux hommes. Ah oui, oui, quand on possède Dior, Vuitton, Givenchy, Guerlain, quand on symbolise l'élégance et la distinction à travers le monde, il est important de s'afficher rapidement avec un homme qui préconise d'attraper les femmes par la chatte. Trump, j'adore. Faut pas que je me fâche avec tous les gros chefs d'entreprise. C'est pas grave. Ouais, c'est chiant quand même. Enfin, si je me fâche avec Bolloré, avec Arnaud, Pinault, tu vois, après tu vois, qu'est-ce que je deviens? Il reste à Nouna. Nicolas Sarkozy, surpris par un policier alors qu'il faisait du vélo en sens interdit sur le port de Saint-Tropez, l'officier de police lui a demandé de descendre et de continuer à pied. Franchement, Thierry Ardisson, c'est de l'acharnement. Alors que je suis en vacances, en famille, que je suis plus candidat à la présidentielle, on vient m'arrêter, me demander de descendre. Avec un peu de chance, on va me demander la facture du vélo. Avec quel argent je l'ai acheté? 10 000 € le cadran carbone. C'est Martine Aubry qui me l'a offert. Hein? C'est pas la vieille Bettencourt, c'est pas Monsieur Takedine, c'est Martine. On va aussi contrôler mes urines, me faire pisser dans un bocal, me déclarer positif sous prétexte que j'ai mis 10 minutes pour relier le Cap-Nègre à Saint-Tropez. J'ai triché. Je suis le Lance Armstrong de la politique. Qu'on me laisse faire du vélo, Thierry Ardisson, comme n'importe quel retraité, faire des mots fléchés et relire La Princesse de Clèves. Je n'en demande pas plus. À la semaine prochaine. Voilà, bravo. C'était Stéphane Guillon. On se retrouve ici la semaine prochaine. Et puis c'est là, sur CNews.fr. Gérard Louvain, merci d'avoir été avec nous. Merci de Au m'avoir Dino, le 19 janvier, à Bobino, rue de la Gaîté, jusqu'au 29 avril. Et maintenant, nous passons à nos terriens du samedi soir. Alors, qui est Fred, qui est Vincent? Fred Fugin. Fred? Et moi, c'est Vincent. D'accord. Déjà, c'est réglé. Alors, grâce à une aile rigide, équipée de 4 mini-réacteurs posés sur le dos, vous réalisez le rêve de tout homme sur Terre, voler comme un oiseau. On vous appelle les Jetmen et vous êtes les premiers hommes volants de l'histoire. Et pour la première fois, vous vous exprimez sur un plateau, c'est celui de Salut Terrien. Merci. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on. Fred, vous êtes né le 25 juillet 1979 à Annecy. Votre père était parachutiste d'essai, votre mère secrétaire médicale, et vous avez 8 jours quand vos parents vous font découvrir le club de parachutisme d'Annecy, et du fond de votre landau, vous regardez votre père sauter. Voilà. Vous ferez votre premier saut avec votre papa à l'âge de 10 ans et tout seul à l'âge de 16 ans. Vince, vous êtes né le 15 septembre 1984 à Annecy, père moniteur de parachutisme, mère dans l'informatique. À la différence de Fred, la chute libre, c'est pas vraiment votre truc, vous êtes peinard, vous aimez plutôt le judo, en fait, voilà. Et c'est à 14 ans que vous sautez pour la première fois avec votre père pour qu'il arrête de vous saouler avec ça, quoi, pour qu'il vous lâche, mais ça vous colle le virus. Et donc, vous faites votre premier saut solo à l'âge de 15 ans, voilà. Après le bac, Fred entame un BTS d'action commerciale. C'était un échec. Un échec total. Et vous, Vince, un CAP de charpentier, échec total. Ça vous gave tous les deux. Voilà.
Et vous vous rencontrez au club de parachutisme d'Annecy et vous commencez à sauter ensemble en 2000. Vous faites du free fly. Alors, le free fly, c'est un truc incroyable, c'est qu'il faut faire un maximum de figures avant le déclenchement du parachute. Voilà, à partir de là, vous intégrez l'équipe de France et vous ne perdrez plus jamais une seule compétition. Vous serez 3 fois champion du monde. Voilà. Et voilà, en 2012, après 7000 sauts, vous parvenez à voler avec une précision millimétrique. Votre spécialité, c'est le tête contre tête à 300 km/h. Vos vidéos sont visionnées des millions de fois sur Internet. Et en 2012, à Chicago, 138 parachutistes sautent en se donnant la main. Gangbang aérien. On regarde à quoi ça ressemble. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see when we're out together, dance cheek to cheek. C'est incroyable. Ah, c'est magique de se retrouver à 300 km/h avec autant de personnes. C'est top. Ouais. On était dans des secteurs un peu différents. Moi, j'étais au centre, il était un peu plus à l'extérieur. Et quand c'est la fin du saut. Comment ça se passe? Vous dessinez la rosace avant, vous mettez en mise en scène, vous préparez. Il s'appelle Jamel, viens voir. Vous vous rencontrez dans le ciel. Les blancs avec les blancs, les rouges avec les rouges. Comment ça se passe? En fait, il y a des marques de personnes dans le ciel. Et puis, en gros, on vient se rejoindre. Et puis, on crée la formation. Et puis, on prépare tout au sol et on répète les sauts jusqu'à ce que la figure soit réalisée. Combien de ratés? Oui, c'est ça. Là, on a fait une quinzaine d'essais avant de faire le Combien de morts? Combien de morts? 0. Il y a des pickpockets ou pas? Parallèlement, depuis le début des années 2000, vous pratiquez le base jump. Alors, j'explique ce que c'est. C'est sauter à partir d'un point fixe, que ça soit un immeuble, une antenne, une falaise ou un pont. Ou un tabouret, mais et le problème du base jump, en fait, c'est qu'au début, il n'y a pas d'air. Donc, on tombe comme une pierre. C'est ça. C'est ça qui est compliqué, non? C'est ça qui est bon aussi, en fait. Hein. Vraiment, le départ à vitesse zéro, c'est sympa. Et puis, à un moment, faut accepter la chute et jusqu'à ce qu'on ait suffisamment d'appui sur l'air pour pouvoir commencer à se déplacer. Mike Brandt a essayé. Mike Brandt, il s'est planté. Il faut rappeler l'importance de l'entraînement. Il ne connaissait pas. Le problème, c'est que c'est illégal. C'est illégal à certains endroits. Quand vous avez fait le viaduc de Millau, par exemple, 300 mètres, c'était illégal. Non, mais c'est vrai que vous avez peur des flics et que cette peur peut altérer votre concentration. Ouais, en fait, on n'a jamais été vraiment trop adepte des sauts illégaux, même si on en a fait quelques-uns à Paris notamment, et bon, le viaduc de Millau, c'est un peu un classique. Mais la plupart du temps, on saute de montagne, et la plupart des spots en montagne, en France en tout cas, et en Europe en général, sont légaux. On va regarder maintenant le saut de base jump le plus haut jamais réalisé. C'est la tour Burj Khalifa, 828 mètres, donc à Dubaï. On regarde à quoi ça ressemble. Take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. Pendant combien de temps donc vous tombez comme une pierre là? Ça dépend. Quand on a fait le saut tête en bas, c'est pendant une quinzaine de secondes. Et quand on fait le tour de la tour, c'était à peu près 45, 30, 40 secondes. Je pense. Mais le truc génial dans tout ça, c'est que on nous a donné l'autorisation de sauter de cette tour et on nous a construit une plateforme à 828 mètres pour qu'on puisse réaliser un rêve. Voilà. Ouais. Donc, autant vous dire que le jour où on veut faire ça de la Tour Eiffel, à peine on a demandé l'idée et que ça va être compliqué. Fini en prison. En mai 2014, vous sautez de 10 000 mètres au-dessus du Mont Blanc
C'est historique. Hein. 1 an et demi de préparation avec le problème de l'oxygène. Parce qu'à 10 000 mètres, évidemment, il y a moins d'oxygène. Le trafic aérien. Vous avez peur de vous prendre un avion dans la gueule parce que le Mont Blanc... Imagine la gueule de pilote. Justement, c'est très proche de l'aéroport de Genève-Cointrin. Et le 31 mai 2014, à 15h, vous avez enfin l'autorisation. Mais vous avez 10 minutes devant vous. Le vol va durer 7 minutes. C'est incroyable aussi au niveau changement de température. Parce que là-haut, il fait moins 50 et en bas, il fait 20 degrés. Quoi. Le temps de retirer ton pull, tu te prends les fils, c'est galère. En 7 minutes, il y avait eu 70 degrés d'écart. Et là, vous allez devenir des jetmen. Alors, l'aile qui vous permet d'être des jetmen, elle a été inventée au début des années 2000 par un Suisse qui s'appelle Yves Rossi, ancien pilote de chasse. Donc, c'est une aile rigide qui se porte comme un sac à dos avec 4 petits moteurs à réaction, mais ça pèse 70 kilos. Ah bah c'est sûr que c'était assez dur. En fait, la première fois qu'il m'a contacté, il m'a dit ça te brancherait d'essayer cette aile. Moi, j'avais 25 ans, j'avais 10 000 sauts. Je me suis dit, bon, ça doit pas être compliqué, son truc. Et il m'emmène dans son hangar, il me dit, tu veux essayer l'aile, la mettre sur ton dos? Je dis, pas de problème. Et au moment où je la mets sur le dos et que je m'harnache, je me lève, je fais quelques pas, mais c'était tellement lourd. Je me suis dit, non, mais ça, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi tout de suite, quoi. Il m'a fallu quasiment 6 mois avant de commencer la formation, quoi. Et là, vous le recontactez, effectivement, et là, c'est le miracle. Ouais. On regarde. Extraordinaire. C'est la science-fiction. Et à quelle vitesse vous êtes hein? Bah, là, on est à l'horizontale, on est à peu près à 280, 300 km/h. Et on peut aller jusqu'à 350 km/h. Et l'autonomie, c'est quoi? 10 minutes. Mais c'est surtout que quand t'es enfant et que tu fais l'avion, tu vois Comme regarde, mets la musique. Ah On l'a fait, nous aussi. Non, alors, ce qu'il faut dire, c'est quand on a ça dans le dos, on utilise ses épaules pour tourner, on utilise sa tête pour monter ou pour descendre. Le buste, hein, si je veux descendre, je pousse sur le buste, si je veux monter, je tire le buste. Et on a un steward dans le cul, hein, faut préciser. Et le corps fait fuselage, donc. Et le corps fait fuselage, donc il est mobile, et c'est pour ça qu'on peut réaliser toutes ces acrobaties. Et c'est une invention merveilleuse. On a la chance de pouvoir voler ça, et c'est notre métier. Voilà, on se lève le matin et on va voler. Qu'est-ce que vous faites en vacances? Parce que là, c'est votre boulot. L'exploit suivant, c'est un vol en tandem avec un Airbus A380. On regarde. Vous êtes à combien derrière l'Airbus? À quelques mètres. On pouvait voir les personnes, les quelques personnes qui étaient à l'intérieur, on pouvait les voir quand on était au bout du winglet comme ça. On pouvait voir les personnes à l'intérieur. Patrick, t'imagines, t'es dans un zinc et tu vois arriver 2 mecs par le hublot. Et puis il y a le vol en formation avec la patrouille de France.
Et là, franchement... Ça s'arrête jamais, en fait. C'est à couper le souffle. Regardez. Ok, Jetman ready. Jetman, go. Ok, shoot for racetrack. Shoot for racetrack. Let's meet up. S'il y a un pépin, ça tombe en panne ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui se passe? Il y a une sécu, il y a un garage. On est des parachutistes quand même à la base, on a un parachute dans le dos. Ouais, c'est ça. Il reste quand même un truc, c'est le record de Félix Baumgartner, 36 000 mètres quand même. Hein. Ouais, puis on aimerait bien monter à 36 000 mètres avec ses ailes, avec les réacteurs, quoi. Et alors, vous êtes dessus, là? Bon, il y a plein de choses qui sont en préparation, vous verrez un peu dans le futur. Bravo! Bravo, Jetman! Bravo, Vince, bravo, Fred! Vous revenez quand vous voulez. Vous êtes nos idoles. Le 18 janvier, à 20h50, Canal+ diffuse Pornocratie, les nouvelles multinationales du sexe. Un documentaire écrit et réalisé par Ovidie. On regarde à quoi ça ressemble. L'industrie pornographique, un monde en mutation ou en perdition. Ces sites proposent à des mineurs, potentiellement, de regarder du contenu adulte. C'est marrant parce que ça ressemble pas du tout à une entreprise pour adultes. Non, nous pourrions être une banque. Ovidie vous dévoile le côté obscur du business du X. Est-ce que les pratiques aussi ont changé? Oh oui. C'est devenu plus brutal. Les gens sont devenus fous. Bien plus fous qu'avant. Voilà. Ovidie, bonsoir. Alors, si quelqu'un est bien placé pour parler de l'industrie du porno, c'est vous. D'abord, vous avez été actrice de films hard et depuis 17 ans, vous réalisez des films X féministes. Oui. Vous dites que le milieu du X est mal en point. Les actrices sont obligées de tourner des scènes de plus en plus hard pour 2 fois moins d'argent. Il y a un grand paradoxe. On n'a jamais autant consommé de porno qu'à l'heure actuelle. On est à plus de 100 milliards de vidéos visionnées chaque année sur des sites qui sont construits sur le même modèle que YouTube, en fait, mais version pornographique, donc des sites de streaming. Et pourtant, 70% de la production pornographique a disparu. Pourquoi ? Parce qu'à l'origine de ce bouleversement, il y a les plateformes. Mais ils pillent tout. En fait, ils ont mis en place une stratégie qui était assez maligne. C'est-à-dire, ils ont fait fortune à partir du piratage à partir du moment où ils ont saigné à blanc toute cette industrie dans le monde entier, soit aux États-Unis, en Europe. Ils ont racheté les boîtes qui étaient moribondes et ils ont étendu un monopole sur l'ensemble de cette industrie. Ce qui est assez intéressant de constater, c'est que finalement, il se passe dans le milieu du X exactement la même chose que dans tout le reste du marché du travail, c'est-à-dire une ubérisation. À l'heure actuelle, ceux qui sont à la tête du milieu du X, ce ne sont pas les producteurs à l'ancienne, ce ne sont pas les gens qui ont baigné dans cette industrie, ce sont des geeks et des experts en... Il y a un mec qui s'appelle Fabian Tillman, donc, et son groupe qui s'appelle Manwin. 35 sociétés, donc avec un montage assez opaque. Et peut-être que ce Fabien Tillman n'est qu'un prête-nom pour des financiers, en fait. On ne sait pas très bien. On ne sait pas, au final, qui finance tous ces groupes-là. Donc, il y a quelque chose qui est assez étrange. Fabien Tillman, effectivement, moi, j'ai entendu parler de lui pour la première fois en décembre 2012, quand il a été arrêté à son domicile à Bruxelles. Et la presse, à ce moment-là, a titré « Le roi du porno vient d'être et sous les verrous ». Et je me suis dit, mais c'est qui ce mec? Et en fait, en faisant cette enquête, je me suis rendu compte qu'en l'espace de seulement 3 ans, il avait à lui tout seul bouleversé toute cette industrie et créé la première multinationale du X. C'est pas normal que ce mec-là soit au trou?
C'est une question, hein. Le pire, c'est qu'il n'y est même pas. Ces sociétés sont domiciliées à Chypre, au Luxembourg, en Irlande, dans le Delaware. Et c'est ce que votre documentaire essaye d'éclaircir. C'est tout à fait intéressant. Donc ça s'appelle Pornocratie. Merci. Voilà, c'était Salut les Terriens, notre talk du samedi avec Maude, Patrick, Gérard, Mathieu. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Rendez-vous ici la semaine prochaine à 19h05. D'ici là, sur c8.fr pour revoir l'émission. Salut les Terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.